un auteur qui s'appelle Jomo Kenyatta, et j'ai décidé d'inverser l'ordre des séances, tout simplement parce que on a eu le décès d'un grand homme récemment, qui est Nelson Mandela, et qu'à l'occasion du décès de Nelson Mandela, vous avez dû voir une des plus grandes opérations de falsification historique. En particulier en présentant Nelson Mandela comme étant l'apôtre naïf d'une transformation radicale sans aucune violence révolutionnaire. Ce qui était une manière de présenter d'autres leaders comme étant des partisans de la violence, comme s'ils avaient envie du sang. D'abord, c'était un mensonge sur le Mandela, puisque Mandela est celui qui a dit cette très belle phrase, alors j'essaye de m'en souvenir de tête, qui c'est toujours l'oppresseur qui choisit les formes de la lutte. C'est-à-dire que c'est en fonction de l'oppression qu'on est obligé de recourir à la violence, où on peut obtenir satisfaction sans violence. Ça n'est jamais le dominé qui décide des formes de sa lutte. C'est toujours le dominant. Et donc on a essayé de présenter Mandela comme étant quelqu'un qui était en soi partisan de la non-violence, toujours opposé à la violence révolutionnaire. Ça n'est bien entendu pas le cas. Et donc j'ai décidé de consacrer ce cours à Frantz Fanon, qui est sans doute l'auteur qui a le mieux analysé, qui a analysé le plus finement les moments dans lesquels les dominés sont contraints par le dominant de recourir à la violence, qui a distingué une violence d'oppression et une violence de libération. Et donc je pensais que par rapport à ce moment où on essaye de trafiquer l'œuvre de Mandela, de revenir à Frantz Fanon. Alors Frantz Fanon, c'est pas un personnage anodin. Je voudrais juste citer trois choses qui m'ont marqué dans mon engagement militant de ces 3 dernières décennies. D'abord, au moment où en Érythrée, une guerre de libération, pour la libération de l'Érythrée se mettait en place, on apprenait que dans les cours de formation politique de ces guerriers héros, Frantz Fanon était au programme. C'était même un des axes essentiels de leur programme. On apprenait la même chose du Front populaire de libération de la Palestine. Et on apprenait la même chose dans les cours de formation des Black Panthers. Voilà un auteur qui influence, qui est présent, qui aide à la conscientisation, qui aide à la formation de luttes aussi diverses que les Noirs aux États-Unis par rapport à la ségrégation raciale, que des mouvements de libération nationale comme le FPLP en Palestine et comme le Front de libération de l'Érythrée en Érythrée. Et donc c'était important, c'est un auteur qui a joué une fonction particulière, et je vais tenter de résumer les apports de son œuvre qui sont énormes, et donc bien entendu il y aura sans doute des oublis, mais sur les principaux apports de Frantz Fanon, on va tenter de résumer cela. Précisons d'abord que avec Frantz Fanon, nous entrons dans une nouvelle période historique par rapport aux auteurs qu'on a vus jusqu'à présent, par rapport à Césaire, par rapport à Ogniobé. C'est une nouvelle période historique puisque c'est celle des premières indépendances. Frantz Fanon écrit l'essentiel de son œuvre au moment où l'Afrique subsaharienne obtient l'indépendance, alors que les mêmes colonisateurs maintiennent la violence coloniale pour d'autres pays, en particulier pour l'Algérie. C'est le moment où le colonialisme est contraint de muer, de changer de visage. Et il commence à devenir le néocolonialisme. Quand on regarde la première œuvre de Frantz Fanon et sa dernière, ça tient en très peu d'années, malgré que son œuvre est immense. En très peu d'années, il écrit son premier livre, Peau noire, masque blanc, 2 ans après Dien Bien Phu. Donc c'est pas neutre, c'est 2 ans après la grande victoire des Vietnamiens contre le colonialisme français. Et il écrit son dernier livre, Les damnés de la terre, en 1961. Autrement dit, on a une œuvre là qui tient en 5 ans. Frantz Fanon est terrassé par la maladie et dicte son dernier bouquin plutôt plus qu'il ne l'écrit. C'est une période, au moment où Frantz Fanon écrit ce dernier ouvrage, qui est son œuvre de maturité, c'est un moment dans lequel certains pays indépendants votent à l'ONU contre l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a les premiers pays d'Afrique subsaharienne, soi-disant indépendants, qui servent le colonialisme français qui les occupait il y a encore peu de temps. C'est également la période historique, lorsqu'il écrit cette œuvre, Les damnés de la terre, où ces mêmes États, qui sont devenus des néocolonies, contribuent à asphyxier le mouvement national congolais et à l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc c'est une période particulière dans laquelle écrit Frantz Fanon, et ça va beaucoup jouer dans la clarté de ses analyses.
il peut voir les premières trahisons. Et ça va jouer dans sa capacité à nous expliquer ce qui se joue. Il voit les premières fausses indépendances. Et ça va l'aider à théoriser ce qui se joue au moment d'une guerre de libération nationale. Premier grand apport de Frantz Fanon, la première grande œuvre de Frantz Fanon, c'est qu'il a été ce que j'appellerais le penseur de la désaliénation. Il nous a aidé à comprendre ce qu'était être aliéné et par quel processus on se désaliène. En 1956, dans une lettre qu'il écrit au ministre, Fanon explique les raisons de sa démission de son poste de responsable du service psychiatrique. Donc il a un bon poste, il est responsable du service psychiatrique de l'hôpital de Blida. Et il explique sa démission de la manière suivante, je cite, il nous dit « La guerre d'Algérie est la conséquence logique d'une tentative avortée de décérébraliser un peuple. » Voilà ce qu'est la définition pour Frantz Fanon de la colonisation. Ce n'est pas seulement une armée, c'est une aliénation complète. C'est une tentative d'éradiquer un peuple, de lui enlever sa culture, son histoire, son savoir, tout ce qui forme son être et son histoire. Le terme décérébraliser un peuple parle en lui-même. La violence est totale. Ça n'est pas seulement la violence des militaires, c'est une violence qui est... les armes militaires sont au service d'une aliénation complète du peuple colonisé. Et effectivement, le premier rapport de Fanon, c'est la théorisation de l'aliénation. Dès ses premiers écrits, jusqu'à ces derniers, Fanon ne cesse d'approfondir l'analyse de l'aliénation culturelle, qui pour lui est une étape préalable à l'esclavage et au colonialisme pour maintenir l'exploitation économique. Il faut aliéner pour pouvoir exploiter. Sinon, il y a révolte. Si la personne n'est pas aliénée, elle se révolte. Et donc, pour pouvoir la maintenir en esclavage et en colonisation, il faut l'aliéner. Et c'est cette analyse-là qui le conduira à renoncer à tous les avantages de sa profession, de son salaire, il pouvait avoir une vie très tranquille à l'hôpital de Blida, à renoncer à tout cela pour aller dans les maquis et se mettre au service de la guerre du Front de Libération Nationale. Pour comprendre cette prise de conscience de Fanon de l'aliénation, il faut replonger dans toute l'épaisseur de son histoire personnelle, dans toute sa trajectoire. Et donc je voudrais vous donner quelques éléments de sa trajectoire pour comprendre pourquoi il en arrive à nous éclairer sur l'aliénation et la désaliénation. Frantz Fanon naît en juillet 1925 dans une famille de la bourgeoisie noire, la petite bourgeoisie noire, aux Antilles, et il est le spectateur, tout jeune, dès 15 ans, du racisme colonial. Nous sommes alors en 1940, des dizaines de milliers de soldats fuient à cause des nazis, la défaite nazie, et se réfugient à Fort-de-France après la capitulation devant les nazis. C'est le moment où Fanon et les habitants de Fort-de-France découvrent massivement ces Français de métropole. Vous savez qu'il y avait une métropole, mais là ils découvrent les Français de métropole, et voilà ce que nous dit Fanon de ses souvenirs. Il nous dit, ces Français ont une mentalité raciste certaine, mais jusque-là latente. Et en fait, ces Français se comportent au quotidien, et le jeune Fanon, le jeune adolescent Fanon, prend conscience à ce moment-là, se comporte au quotidien en rappelant aux Antillais, et en particulier aux Antillais qui accèdent aux études, donc à cette minorité qui accède aux études dans la colonie, il leur rappelle qu'ils doivent garder leur place d'inférieur et ne pas se considérer comme les égaux des Blancs. Et c'est ça, sa première prise de conscience. En dépit de leur intégration, cette élite, cette minorité qui accède à l'école, en dépit de leur intégration, entre guillemets, bien sûr, et malgré leur volonté de se distinguer des autres Antillais, en disant, nous, on va à l'école, nous, on fait partie de l'élite, malgré cette volonté-là, eh bien, ils reçoivent comme réponse de la part de ces Français un regard qui est « tu restes un nègre ». Dans le regard colonial, ils restent un nègre, toute élite qu'ils sont, toute réussite scolaire qu'ils aient, tout accès à l'école qu'ils ont par rapport à d'autres qui n'y ont pas accès. Fanon nous se rappelle de cela dans un texte de 1955, il se rappelle de ses 15 ans et il dit « ça a été pour moi une véritable expérience métaphysique ».
Et c'est de là, on voit bien avec ce type de mots que prononce Fanon, on voit bien que c'est là que s'enclenche pour lui la colère qui débouchera sur la compréhension de l'aliénation. L'illusion de pouvoir devenir blanc est forte à cette époque, nous dit Frantz Fanon. On va les laisser s'installer. Tu seras obligé de couper. Je vais la faire. C'est bon, je vais couper, Alors, pour bien saisir pourquoi pour les indigènes de l'époque, parce que c'était des indigènes, pourquoi c'est aussi violent, pourquoi c'est une expérience métaphysique, pourquoi Fanon emploie ces termes, il faut avoir en tête que le colonialisme et l'esclavagisme avaient réussi à mettre dans la tête des Antillais, de l'élite antillaise, de ceux qui accédaient à l'école, qu'ils pouvaient devenir blancs s'ils travaillaient bien, s'ils acceptaient la civilisation. Et là, ils s'aperçoivent que ça n'est qu'une illusion et que dans le regard colonial, il reste un noir. Ça me fait penser, moi, à une histoire qui a beaucoup circulé au Maghreb pendant la guerre de libération nationale, qui est l'histoire suivante. Alors, on n'a jamais su si c'était une histoire réelle ou si c'est du mythe. Moi, je pense que c'est du mythe. Mais les mythes sont significatifs. Quand un peuple invente un conte, ça signifie toujours quelque chose. Qui est l'histoire suivante, qui est le général de Gaulle passant en revue les troupes coloniales, et donc passant en revue les Algériens qui se sont engagés pour servir l'armée coloniale, et il passe devant les troupes, et quand c'est des Français, ben, il les salue, et il passe devant le seul colonel algérien, le colonel Ben Daoud, et il passe devant et il l'ignore. Et le colonel Ben Daoud sort son revolver, le met sur sa tempe et dit avant de se suicider, Arbi, Arbi, oula colonel Ben Daoud. Arabe, tu restes, même si tu es le colonel Ben Daoud. C'est l'élite qui se rend compte qu'elle ne pourra jamais, malgré qu'elle est dans le regard, elle essaie de ressembler aux Blancs, qu'elle ne peut pas, et que dans le regard colonial, elle reste une minorité d'inférieurs. Alors je le signale parce que sinon on ne peut pas comprendre pourquoi ça a autant percuté Frantz Fanon, le jeune Frantz Fanon, que de voir ces soldats français le regarder alors que lui s'estimait, allant à l'école, etc., s'estimait en train de devenir civilisé. On lui rappelle sa place. On lui rappelle qu'il n'est que noir. Voilà, et qu'il ne sera jamais blanc, en tout cas jamais traité comme un blanc. Quelques années plus tard, donc 3 ans plus tard, en 1943, Fanon va s'engager comme volontaire dans les troupes françaises libres. Et il explique son choix par une posture universaliste. C'est une des plus belles phrases que l'on ait connues sur l'universalisme, pas l'universalisme étriqué qu'on nous dit ici, hein, pas l'universalisme qui se limite justement aux blancs, aux hommes, etc. Le véritable universalisme, et il nous dit, chaque fois que la dignité et la liberté de l'homme sont en question, nous sommes concernés, blancs, noirs ou jaunes. Donc il est là, à ce moment-là, dans l'idée qu'il y a une humanité, que les nazis tuent des hommes, et donc je me suis concerné en tant qu'homme. Et donc on a un Frantz Fanon, je dis ça parce qu'après on va lui reprocher d'être raciste anti-blanc. C'est pour ça que je cite cette phrase de 43, pour bien montrer que ceux qui critiquent d'autres de racisme anti-blanc, c'est généralement, ça vient généralement d'un certain bord politique et pas n'importe lequel. Donc Fanon s'engage dans ses troupes, et là, de nouveau, il est confronté à l'expérience du racisme colonial au sein même de l'armée. D'abord, il y est confronté par son premier voyage en Algérie, puisque en tant que membre de ces forces françaises libres, on l'envoie en Algérie et pour y suivre une formation militaire. Et là, il raconte, dans Peau noire, masque blanc, ce qu'il voit là-bas. Et il nous décrit la société coloniale de la manière suivante. Il nous la décrit comme une société étagée, une société pyramidale, et dont la pyramide est construite à partir des couleurs. C'est la couleur qui fait la pyramide, avec bien entendu au-dessus la minorité de blancs, et en bas la majorité d'indigènes. Et il nous dit que cette société est construite de la manière suivante.
Elle est construite pour qu'il soit impossible, dit-il, d'entrer en contact avec les indigènes. Une société qui construit la haine de tous contre tous. Le français n'aime pas le juif, qui n'aime pas l'arabe, qui n'aime pas le nègre. La société coloniale construit une hiérarchie de couleurs, c'est bien une pyramide. Et il appelle cela la répartition raciale de la culpabilité. Mais surtout, nous dit-il, il va découvrir ce qu'est le mépris colonial. Et ça, c'est une notion qui est essentielle, c'est que c'est la découverte. La colonisation, ça s'associe souvent à des dimensions d'humiliation. Et là, le dominant se sent tellement fort qu'il se permet d'humilier le dominé, mais en oubliant qu'une personne humiliée est une personne qui apprend la révolte et qui demain attend, se prépare le jour où la revanche est possible. Et il la découvre comment? Ben, il nous dit, au travers d'une scène horrible, dit-il. C'est la scène suivante, je cite. C'était à Oran en 1944. Du camp où nous attendions l'embarquement, les militaires lançaient des morceaux de pain à de petits Algériens qui se les disputaient avec rage et haine. Vous vous rappelez, on jette des bouts comme aux animaux, on jette des bouts et il y a une telle misère, une telle famine que les petits Algériens se disputent pour avoir des bouts de pain. Et il y a des militaires qui ont osé, donc on est bien dans l'humiliation, en gros considérer ces petits Algériens comme des animaux avec qui on pouvait jouer. Et ça va être un traumatisme pour Frantz Fanon et la volonté de comprendre comment ce mépris est-il possible. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain peut devenir méprisant vis-à-vis d'un autre être humain? Dans l'armée, Fanon va découvrir également que les soldats ne sont pas traités de la même manière. Pas seulement le blanc qui se considère supérieur aux indigènes et qui est traité mieux que les indigènes, mais même entre indigènes, il y a une hiérarchie. En particulier, entre les différentes catégories d'indigènes, et les Antillais sont traités de manière supérieure aux Africains. Donc, au sein même des Noirs, on établit un traitement inégalitaire, et ça, par l'armée coloniale elle-même, donc de manière officielle. Cette expérience va marquer durablement Frantz Fanon et va l'amener à envoyer un courrier à ses parents dans lequel il craint de mourir et dans lequel il donne, parce qu'il y avait des dangers militaires, et dans lequel il donne son analyse de cette expérience. Voilà ce qu'il nous dit. « Je doute de tout, même de moi. Si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous, mais ne dites jamais « il est mort pour la cause ». Dites « Dieu l'a rappelé à lui, car cette fausse idéologie, et par rapport au débat d'aujourd'hui, écoutez bien, bouclier des laïciens, il ne disait pas encore laïca, bouclier des laïciens et des politiciens imbéciles, ne doit plus nous illuminer. Je me suis trompé. Rien ici, rien qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout. Voilà un Frantz Fanon qui s'engage contre le nazisme parce qu'il trouve que c'est une idéologie qui méprise l'être humain, qui détruit l'être humain dans son base universaliste, qui arrive dans une armée soi-disant de combattants unis et qui est traité de manière inégalitaire, et en plus avec plein de blancs qui collaborent avec les nazis. Et donc il dit, non, non, je défends le fermier qui lui-même s'en fout, qui lui-même collabore avec les nazis. Alors je cite toutes ces expériences parce que il faut rompre avec l'idée qu'il y aurait des grands hommes, des gens qui naîtraient grands hommes, etc. On voit bien que c'est les épreuves vécues qui font que les expériences accumulées vont amener quelqu'un à prendre une place particulière. Et ce sont toutes ces épreuves qui font que Fanon va devenir celui qu'il est devenu. Ces expériences vécues par Fanon ne sont pas en elles-mêmes originales. Elles se retrouvent dans la plupart des trajectoires des penseurs de la libération nationale, ceux que nous avons vus, Césaire, Niobé, mais d'autres aussi. Elles sont le résultat d'une contradiction. Et c'est pour cela que l'humanité sera émancipée un jour, on ne peut pas dire dans combien de temps, on ne peut pas dire combien de morts pour y arriver, mais tous les peuples du monde seront émancipés, parce qu'il y a une contradiction dans le colonialisme, il y a une contradiction dans l'impérialisme, qui est la contradiction suivante, c'est qu'elle s'appuie sur la supériorité du blanc, mais que ceux qui essayent de ressembler aux blancs, eh bien on ne les reconnaît pas comme blancs, et donc ils finissent inévitablement par se révolter. C'est exactement le même processus que nous avons ici. On demande aux personnes issues de l'immigration de s'intégrer,
mais l'intégration n'est jamais acquise, il faut toujours faire un peu plus. Donc au même moment où on dit qu'il faut vous intégrer, on vous dit l'intégration est impossible. Cette contradiction-là poussera à des mouvements sociaux, poussera à des mouvements de contestation inévitablement. Le résultat d'une telle logique, donc de cette logique de mission civilisatrice, c'est que les soi-disant indigènes évolués vont développer le désir d'être blanc ou de ressembler aux blancs, ce que Frantz Fanon appelle une déviation existentielle. Donc on est bien, y compris dans les dimensions de pathologie mentale. Lorsqu'on essaye de se blanchir la peau, c'est qu'on a bien quelque chose, le colonisme a atteint notre équilibre psychique également. Or ce désir, nous dit-il, se heurte, donc ce désir de devenir blanc, de cette minorité, elle se heurte au caractère inégalitaire du colonialisme. Le système colonial est en lui-même inégal. Et donc, dans le même moment où j'essaye de devenir blanc, le système me rappelle que je ne pourrai jamais être traité à égalité. Cette contradiction-là, qui assigne les gens en fonction de leur couleur à certaines places, cette contradiction, nous dit Frantz Fanon, c'est ce qui va provoquer le début de la désaliénation. C'est-à-dire que le colonisme propose quelque chose qu'il ne peut pas tenir. Ou plus exactement, il propose quelque chose tout en l'interdisant en même temps. Donc, inévitablement, ça provoque, point d'interrogation dans la tête y compris de ceux qui sont les plus dociles, et qui finiront par se désaliéner. À l'image de tous les colonisés qui ont participé au combat anti-nazi, Fanon sort de la guerre profondément transformé. Il revient au pays et il s'engage avec son frère dans la campagne de soutien à Aimé Césaire. Ça devrait vous rappeler le premier cours, quand Aimé Césaire se présente à la députation. Et là, il va nous dire, il va nous rappeler ce qui est en train ce qui se transforme dans la mentalité des Antillais après la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment il nous résume la situation. Et Césaire y est pour beaucoup. Il nous dit, chez tout Antillais, avant la guerre de 1939, il n'y avait pas seulement la certitude d'une supériorité sur l'Africain. C'est-à-dire que l'Antillais était persuadé qu'il était supérieur aux habitants d'Afrique. Quand il dit l'Africain, c'est les habitants d'Afrique. Mais celle d'une différence fondamentale entre lui et l'Africain. L'Africain était un nègre et l'Antillais un Européen. Voilà comment pensaient les Antillais en 1939. Après 1945, donc après l'expérience de la guerre, l'Antillais a changé ses valeurs. Alors qu'avant 1939, il avait les yeux fixés sur l'Europe blanche. Alors que pour lui, le bien était l'évasion hors de sa couleur. Il espérait être traité comme un blanc. Il se découvre en 1945 non seulement un noir, mais un nègre. Et c'est vers la lointaine Afrique qu'il lancera désormais ses pseudopodes. L'Antillais en France rappelait à tout instant qu'il n'était pas nègre avant 1939. À partir de 1945, l'Antillais en France rappellera à tout instant qu'il est nègre. Le même processus est visible sur les colonies d'Afrique du Nord, où on avait une élite qui disait non, non, nous on n'est pas arabe, on n'est pas berbère, on est d'origine européenne, et après 1945, on est arabe, on est berbère, c'est la réaffirmation. La Seconde Guerre mondiale est venue transformer la situation. Et Frantz Fanon va donc tenter de comprendre cette transformation du rapport à soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se joue? Comment ça se construit? Et c'est là qu'il va faire œuvre de théorie qui est encore d'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de revivre une Seconde Guerre mondiale, ça se joue dans les trajectoires individuelles aujourd'hui d'un certain nombre d'entre nous. Et tous ces efforts de compréhension vont donc porter sur l'aliénation, sur les traductions identitaires de cette aliénation, et sur comment on en sort. C'est d'ailleurs cela qui va l'amener à choisir la psychiatrie comme profession. C'est pas pour rien qu'il choisit la psychiatrie. Et pas n'importe quelle psychiatrie, puisqu'il choisit le courant de la psychiatrie qui considère la maladie mentale comme le résultat d'un fonctionnement social, et pas comme le résultat d'un manque de neurones ou un manque ou un problème uniquement pathologique. Pour lui, il y a une base identitaire, culturelle, sociale à la maladie mentale. Son premier article, connu, porte justement sur les travailleurs immigrés maghrébins. Je vous conseille à tous de le lire, parce que malgré que les termes médicaux qu'il cite peuvent sembler datés, ce qu'il décrit est encore d'actualité. Moi, je l'ai rencontré encore aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui fonctionnent, qui raisonnaient encore comme cela. Ça s'appelle le syndrome nord-africain. Il est paru dans la revue Esprit en février 1952, et Fanon constate ce qu'il appelle le développement de pathologies sans lésion.
un certain nombre de travailleurs immigrés maghrébins se plaignent de maladies sans qu'on trouve une base physiologique. Et il dénonce, pour expliquer ces pathologies sans lésion, il dénonce les explications des médecins, qui donnent quoi comme explication d'après vous? Des explications de type culturaliste. Dans leur culture, on simule. Ils sont toujours à se plaindre. C'est pour masquer leur fainéantise. Vous savez, l'Africain, il est indolent. Et on a, et quand Fanon on décrit ça, s'il se met à réfléchir à ça, c'est ce qu'il entend. Hein, en tant qu'interne, c'est ce qu'il entend de ses collègues, c'est ce qu'il entend quand ses collègues parlent du patient nord-africain qu'ils ont consulté. Il entend tout ça. Et c'est expliqué comme faisant partie de la culture. C'est même pas méchant. Hein. Ça fait partie de leur culture. Oui, bah oui, ils sont un peu, comment on dit, ils somatisent beaucoup, c'est beaucoup psychologique, etc. Sans interroger s'il y a une base matérielle à cela. Et pour répondre à ça, Frantz Fanon apporte une explication matérialiste en disant ces symptômes qui sont constatés sont le résultat d'une vie d'oppression qui a pour effet que la première rencontre avec soi-même pour le travailleur immigré nord-africain se fait sur un mode, je cite, névrotique, voire pathologique. Autrement dit, bien sûr qu'il n'y a pas de lésion, on ne peut pas dire il y a tel virus, etc. C'est l'ensemble de la vie qui est une vie d'oppression. Hein, ils dorment dans des KGB, ils font du 14 heures de travail, ils ont des métiers les plus durs, etc. C'est toute cette vie d'oppression qui est la véritable base matérielle de ce qui apparaît comme étant pas une maladie puisqu'on ne trouve pas de lésion. Mais en réalité, c'est tout ce cumul-là qui est l'explication. Autrement dit, nous dit-il, il n'y a pas d'explication individuelle à ces maladies sans lésion. Ce sont des explications sociales. La véritable cause, ce n'est pas une lésion, c'est une domination. C'est la domination subie qui est la base matérielle de ces maladies sans lésion. Il reprendra cette approche matérialiste dans son livre Peau noire, masque blanc, qui paraît la même année, où là, il analyse les conduites identitaires, et en particulier quelque chose de répandu, qui est la honte de soi, qu'ont les personnes noires qu'il rencontre. Et pour lui aussi, cette honte de soi est le résultat de la domination coloniale. Voilà ce qu'il nous dit. Il demeure évident que pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. S'il y a complexe d'infériorité, et c'est très fort ce qu'il dit là, écoutez bien, c'est à la suite d'un double processus. Économique d'abord. Ne jamais oublier que la colonisation, c'est d'abord pour maximiser les profits. Hein, c'est pas par volonté de faire du mal, il y a une base économique. Économique d'abord, et puis, il rajoute, et c'est son grand apport, par intériorisation, ou mieux, et ça je trouve ça encore d'une actualité brûlante, épidermisation de cette infériorité ensuite. La force de l'esclavage du colonialisme, c'est de faire intérioriser ce sentiment d'infériorité, jusqu'à le faire ressentir dans l'épiderme, jusqu'à ce que ça fait partie de tous nos gestes. Quand on voit un maître blanc, on baisse la tête, on n'ose même plus le regarder. C'est tellement, la violence a été totale, que ça crée cette dimension-là. Et il faut un long chemin après, pour oser regarder le maître, et puis après pour prendre le fusil contre lui. C'est un long chemin par rapport à tous ceux qui se permettent de dire oui, mais ils ont mis longtemps à se révolter, quand même, 4 siècles, etc. C'est oublier ce processus-là de destruction de l'identité et d'aliénation de peuples entiers. Dans ce premier livre, Fanon va critiquer sans complaisance, c'est une des meilleures critiques, très franchement c'est là que j'ai vu la plus belle critique, y compris jusqu'à aujourd'hui, du culturalisme. C'est malheureusement un livre trop peu lu, or c'est là que vous allez voir en quoi le culturalisme est l'explication qui justifie les inégalités. Et en particulier, il reproche à quelqu'un qui a encore enseigné dans nos universités, parfois même sans critique, Manoni. Il dit, critique Manoni, donc qui est ce grand anthropologue présenté comme étant... il nous dit, mais vous savez, Manoni explique, je cite, le complexe d'infériorité par quelque chose qui préexisterait à la colonisation. Dans la culture
des Noirs, il y aurait quelque chose qui les amènerait à se considérer comme inférieurs. Et Fanon dit non, non, ça c'est n'importe quoi, ça c'est la justification de la colonisation. En réalité, le complexe d'infériorité naît avec l'esclavage et la colonisation. Il ne préexiste pas, il n'est pas présent dans les cultures, il est le résultat de ce premier acte de violence qu'est l'esclavage et la colonisation. Et il restitue donc les comportements identitaires comme le résultat de la relation inégalitaire coloniale. Ce que je viens de décrire là, vous pouvez l'appliquer aux autres dominations. L'aliénation de la femme par rapport à l'homme, le sentiment que je ne peux pas quand même tout exiger l'égalité complète, et c'est le même processus qui produit cette dimension-là. Pour Fanon, l'inégalité coloniale met le dominé dans une véritable situation névrotique qui se traduit par une négrophobie du noir, une arabophobie de l'arabe. Finit par se détester. Le noir n'aime pas les noirs, l'arabe n'aime pas les arabes. L'arabe cherche des amis qui ne sont que blancs, le noir cherche des amis qui ne sont que blancs. Et cette idée-là, c'est le premier résultat de la honte de soi. Vous pouvez rencontrer des gens comme ça encore aujourd'hui, hein. Il y en a. Hein. Pour Fanon, donc la solution réelle, ça n'est pas simplement le discours moral, ça n'est pas de dire c'est pas bien, c'est une opération beaucoup plus profonde. Et on verra que c'est en lien après avec son engagement. Parce que pour Fanon, on ne se désaliène qu'en s'engageant. Tous ceux qui ont adhéré au Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, c'est très bien, vous allez vous désaliéner, c'est très très bien, ça aide l'engagement. Et il nous dit, la solution pour sortir de ce complexe d'infériorité, c'est de conscientiser son inconscient, de ne plus tenter la lactification hallucinatoire, donc d'essayer de devenir blanc, mais bien d'agir dans le sens d'un changement des structures sociales. C'est en changeant la société qu'on se change. Ça n'est pas simplement en disant « moi je suis fier d'être noir », c'est pas simplement ça. Il faut changer les structures sociales. La dénonciation de l'aliénation culturelle par Fanon emprunte, vous l'aurez reconnu, vous qui avez participé au cours sur Césaire, emprunte aux analyses de Césaire. Son approche anticulturaliste et matérialiste le conduit à soutenir Césaire dans le désaccord, même si Césaire ne l'assume pas, avec Senghor. Mais ça va amener aussi Frantz Fanon à dépasser l'apport de Césaire, et en particulier à dépasser la négritude, en tout cas à critiquer la négritude, qu'il respecte dans ce premier pas de prise de conscience, mais qu'il trouve limitée ensuite, et il appelle cela les limites de la négritude. Pour lui, la négritude est un moment, donc je vous rappelle, la négritude, c'est la réaffirmation de la fierté d'être noir face à l'oppression esclavagiste et coloniale. Mais Fanon nous dit, la négritude est un moment du processus de désaliénation, mais elle n'est qu'un moment. Elle n'est que le premier moment. Ce moment est celui, je cite, de l'antithèse affective, sinon logique, de cette insulte que l'homme blanc faisait à l'humanité. C'est pour retrouver la dignité. Ça redonne la force d'aller plus loin. Mais ce n'est pas suffisant. C'est juste le premier pas, le déclencheur de la désaliénation. Si la négritude est donc nécessaire, compte tenu du déni généralisé qu'est la colonisation, elle devient vite un enfermement en orientant vers un nouvel essentialisme. Si on en reste à la négritude, on va dire le noir est supérieur au blanc. Donc on aboutit à un nouvel essentialisme. La négritude, nous dit Fanon, est un moyen nécessaire au processus d'émancipation, mais ça n'est pas une fin, ça n'est pas la fin du processus. Il précise même que s'enfermer dans ce moment, dans cette étape, cette première étape, si on s'enferme là-dedans, eh bien ça conduit à une quête éperdue d'un passé qui est à jamais révolu. C'est-à-dire que ça conduit à vouloir faire revivre un passé, or on sait très bien que le passé ne peut jamais revenir. Donc on va tenter de revivre comme à l'époque précoloniale, comme si c'était possible. On va tenter de retrouver des modes d'être de l'époque précoloniale, comme si c'était possible. Et pour lui, c'est ça la limite de ceux qui s'arrêtent à ce moment-là. Et donc, nous dit Fanon, cela mène à un illusoire renouement culturel. Et donc, de ce fait, cette quête du passé empêche de se battre pour le changement du présent. C'est surtout ça le danger. C'est que si je suis simplement dans essayer de revivre comme à l'époque du prophète, ou de vivre comme à l'époque précoloniale, ou comme à l'époque, eh bien je ne me bats pas pour transformer la réalité présente. Je cherche une pureté illusoire dans le passé qui n'existera plus, bien entendu. Le passé ne revient jamais. Et c'est là que Fanon nous donne ces phrases admirables
sur le fait qu'il n'y a pas d'essence blanche. Hein, on va dire une essence blanche, les blancs se ressembleraient tous, etc. Et il n'y a pas d'essence noire. Et il nous dit sur cette dimension-là, seule existe une condition noire et non pas une essence noire. Il y a une condition noire qui est constituée par l'histoire de cette oppression. D'où cette belle phrase, on a un beau t-shirt et je pense que le Front Uni pourrait le ressortir, qui est très bien avec cette belle phrase. Voilà ce que nous dit Fanon sur cette belle phrase que vous reconnaîtrez. Le problème envisagé ici se situe dans la temporalité. Seront désaliénés, nègres et blancs, qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. Il s'adresse à tout le monde, nègres et blancs, qui se laissent enfermer dans la tour substantialisée du passé. Pour beaucoup d'autres nègres, la désaliénation naîtra par ailleurs du refus de tenir l'actualité pour définitive. Autrement dit, l'histoire continue. En aucune façon, je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. Mon avenir égalitaire, ce n'est pas en ressemblant à mes ancêtres uniquement. En aucune façon, je ne dois m'attacher à faire revivre une civilisation nègre injustement méconnue. On peut connaître la civilisation nègre, ce n'est pas pour la faire revenir, parce qu'elle est dépassée, c'est du passé. Je ne veux pas chanter le passé aux dépens de mon présent. Il s'agit de construire l'égalité pour aujourd'hui, et pas pour le passé. Et de mon avenir, c'est de construire une société égalitaire pour l'avenir. Il n'y a pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau blanc. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Et on a osé critiquer Frantz Fanon de racisme anti-blanc. Alors qu'on a là, sans doute, avec ce que ça voulait dire être noir dans cette période-là, l'effort pour penser l'universalisme égalitaire. Et à mon avis, ce qui lui est reproché surtout, c'est d'avoir pensé l'aspect égalitaire de l'universalisme. Si on était contenté d'un discours vague sur l'universalisme, on l'aurait accepté. Mais là, il donnait les conditions pour que noirs et blancs se désaliènent, que les blancs se désaliènent de leur sentiment de supériorité et que les noirs se désaliènent de leur sentiment d'infériorité. Pour Frantz Fanon, si le présent et l'avenir est essentiel, c'est que le colonialisme est un système, et non pas une morale, et non pas une méchanceté, et la volonté d'individu. C'est d'abord un système qui a une base économique, et qui produit les idéologies et les conduites identitaires et psychologiques qui permettent la reproduction de ce système. On comprendra l'influence de l'approche matérialiste et de l'approche marxiste dans cette thèse. La simple inversion des conduites ne suffit pas à sortir du système. Et Fanon nous dit cette très belle phrase, « Celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. » Ça, vous pouvez reconnaître ça encore aujourd'hui. « J'adore le couscous. Ah, j'adore vraiment votre culture. Moi, j'aime bien être avec les... J'aime bien aller au Mali pendant les vacances. » Cette dimension-là, qui est un rapport à l'autre, on ne sort pas du système en inversion le sens d'application. Je suis sûr que vous en avez déjà rencontré. Et il nous dit également cette phrase, alors je vous cite tout ça dans le détail parce qu'on l'a accusé de racisme anti-blanc, et il nous dit « Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. » C'est le même processus. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause la logique, on se contente de l'inverser. Et donc, pour lui, il y a aussi, c'est exactement le même processus, il n'y a pas d'émancipation si on reste dans ce même système. Sortir de la domination suppose donc, non pas l'inversion des situations, mais la destruction du système. C'est pour ça que Frantz Fanon fait peur. Il s'agit de détruire le système lui-même et non pas se contenter d'inverser l'épaule. Reprenant une phrase de Marx, Fanon appelle à l'action et il nous dit « Il ne s'agit plus de connaître le monde, mais de le transformer. » La question, ce n'est pas simplement d'inverser, ce n'est pas simplement d'être fier de soi, c'est de transformer les bases qui reproduisent ce système. Pour Fanon, le colonialisme est donc d'abord un rapport social qui constitue à la fois le colonisé et le colonisateur. C'est sans doute l'analyse la plus fine de ce rapport social qui est présente ici, et il le résume en une phrase. L'infériorisation est le corrélatif indigène de la supériorisation. C'est-à-dire que pour qu'il y ait infériorisation,
il faut que de l'autre côté, il y ait supériorisation. Tous ceux, vous savez que je suis attaqué pour racisme anti-blanc, soi-disant, tous ceux qui accusent une personne de racisme anti-blanc uniquement parce qu'elle souligne qu'avec le passé colonial de la cité française, il faut qu'on interroge le racisme diffusé, dilué, qui est le propre du rapport colonial, eh bien, sont dans la négation de ce que Frantz Fanon nous propose ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pu avoir sentiment d'infériorité sans avoir créé un sentiment de supériorité ailleurs. Et comme il n'y a pas eu décolonisation des esprits, ne nous étonnons pas qu'une Marine Le Pen puisse avoir une place aussi importante aujourd'hui, en plus de la crise économique et de tout ce qui vient encore alimenter ces dimensions-là. Ça n'est pas le fait du hasard, c'est le même processus qui a conduit à l'infériorisation et à la supériorisation. Pour Fanon, ce rapport social doit être analysé dans ces deux volets. Il faut analyser le volet infériorisation, comment se constitue le sentiment d'infériorité, et il faut analyser le volet supériorisation, comment se constitue le rapport de supériorité. Peau noire, masque blanc, je le décrivais tout à l'heure, et l'analyse du volet infériorisation du rapport social. Quelques années plus tard, au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui se tient à la Sorbonne, Frantz Fanon va analyser le volet supériorisation. Il va nous proposer une analyse matérialiste de la création, de la production du sentiment de supériorité dans la population des pays colonisateurs. Et c'est d'une actualité énorme, parce que si on veut qu'un jour il y ait des changements dans cette société où nous habitons en France, eh bien si on veut qu'il y ait du changement, il va falloir enlever ce sentiment de supériorité que les dominants ont mis dans la tête, y compris de ceux qui n'ont pas intérêt à l'avoir, y compris dans la tête des prolétaires, y compris dans la tête des pauvres, etc. Son intervention est un modèle d'analyse, ça s'appelle Racisme et culture, là aussi c'est un texte qu'on peut lire et relire, est une autre déconstruction du culturalisme. Et il commence son analyse en rappelant le lien entre exploitation économique et racisme. Le racisme n'est pas une idée erronée, il y a une base économique, il y a une dimension économique au racisme, et il commence à l'expliquer. Et pour l'expliquer, bien entendu, il démasque la fausse idée d'un racisme éternel chez l'être humain. Le racisme n'est pas éternel, il est daté historiquement. Il a été produit. Et produit par quoi? Eh bien, il nous dit, le racisme s'origine, je cite, du gigantesque travail d'asservissement économique, voire biologique. Le racisme a été produit comme idéologie pour justifier l'asservissement économique d'une partie de la planète. C'est à ce moment-là qu'on a les théories et idéologies racistes qui sont formalisées, diffusées, inculquées dans les pays esclavagistes. C'est donc une production sociale, le racisme, d'un système d'exploitation. Ça n'est pas une disposition d'esprit, nous dit-il. Donc il condamne toutes les explications individualistes, culturalistes. Ça n'est pas une disposition d'esprit, nous dit-il, ça n'est pas une tare individuelle. Et il en tire, il pousse le raisonnement jusqu'au bout. Et il nous dit, dès lors, toutes les cultures ne sont pas racistes. Je cite, « Seules le sont celles qui sont articulées à un système de domination. » Après, on peut avoir des intolérances, on peut avoir des préjugés, mais en tant qu'idéologie raciste, seules les cultures qui ont intérêt à justifier une domination produisent le sentiment de supériorité, donc d'infériorité des autres, donc cette dimension du racisme. Il y a donc, nous dit-il, il tire la conclusion de manière très abrupte, il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. Tout dépend si la société qui porte cette culture, elle est en train d'asservir d'autres peuples ou non. Et c'est ça qui va être la base du racisme. C'est pas j'aime pas les Arabes ou j'aime pas les Noirs, ça s'appelle de l'intolérance, ça s'appelle du préjugé. Mais le racisme en tant que système, en tant qu'idéologie, c'est produit lorsqu'il y a domination d'un autre peuple. L'approche de Fanon est également historique. Le racisme a une histoire, nous dit-il, et c'est le second grand apport dans le volet supériorisation de Frantz Fanon, c'est que les formes du racisme évoluent en fonction du rapport de force. Il n'y a pas une forme du racisme. Ceux qui sont étonnés qu'aujourd'hui il y a l'islamophobie existe en disant « Mais non, mais l'islamophobie c'est pas du racisme puisque le racisme c'est biologique. Donc vous appelez tout racisme », on entend ça aujourd'hui. Oublie cette dimension-là. Le racisme change de forme en fonction du rapport de force. Il se transforme dans la forme pour se maintenir quant au fond.
pour pouvoir continuer à subsister comme racisme, il est parfois obligé de changer de visage parce qu'un visage a été démasqué, a été critiqué à tel endroit de la société. Découvert au hasard d'une recherche au sein des données culturelles d'un groupe. La constellation sociale, donc, c'est l'ensemble des parties de la société. L'ensemble culturel sont profondément remaniés par l'existence du racisme. On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. Alors, moi j'ai l'habitude de dire les chansons, les images, les photos, les livres scolaires, les films, les dictons, tout ça, ça a fait partie de la socialisation des sociétés qui ont colonisé, qui ont esclavagisé. Le racisme boursoufle et défigure le visage de la culture qui le pratique. C'est dire qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Le racisme dans une culture avec racisme est donc normal. Il inverse les choses. En disant, vous savez la fameuse question, alors vous pensez que ce Français est raciste? Lui, si on devait paraphraser Fanon, il poserait la question autrement. Comment voulez-vous qu'elle ne le soit pas, compte tenu qu'elle a été esclavagiste, colonialiste, et qu'on n'a pas encore rompu avec la domination? Ce n'est pas les Français qui sont questionnés, c'est la société qui produit ça. Donc ce n'est pas un problème d'accuser tel ou tel peuple, c'est de regarder les sociétés en tant que système économique et social, en tant que système capitaliste qui a été colonisé, esclavagisé, et qui a eu besoin pour cela de créer un sentiment de supériorité. Troisième grand apport de Fanon, son approche de la violence. Après avoir expliqué l'aliénation et la désaliénation, il s'intéresse à la question de la violence. Et là aussi, c'est dans sa trajectoire qu'on peut comprendre l'approche qu'a Frantz Fanon de la violence. Alors, disons-le d'emblée, pendant tout un temps, on a eu d'énormes travaux, discours, textes, à foison, visant à présenter Fanon comme quelqu'un qui aimait la violence quasiment de manière pathologique. On aura compris que c'est un mensonge, on aura compris que c'est une volonté d'invalider la théorie fanonienne de la violence, parce que si on la connaît, eh bien, c'est une arme aux mains des dominés. Fanon arrive, donc dans son histoire, dans sa trajectoire, la violence, il la rencontre d'abord dès qu'il arrive à Blida, en juin 1953. Il arrive à Blida et il tente de mettre en œuvre ses conceptions de la psychiatrie comme approche humaniste. Donc, concrètement, il avait un rapport aux malades mentaux, où il les faisait participer à la gestion de l'hôpital. Il avait demandé, donc il faisait des réunions de résidents dans lesquelles il parlait de l'environnement, de la situation, etc. Et bien sûr, il ne pouvait que rencontrer la guerre d'Algérie. On est en 1953, enfin, la guerre d'Algérie, la violence coloniale et après la guerre d'Algérie. Il s'aperçoit rapidement, c'est ce qu'il met dans son courrier de démission, que ça ne sert à rien de soigner les conséquences si on n'attaque pas les causes. Et il nous dit, la colonisation, dans son essence, se présentait comme une grande pourvoyeuse des hôpitaux psychiatriques. Lui, il était là en train d'essayer de soigner 1, 2, 10, alors que la colonisation elle-même, elle produisait 100 000, chaque seconde, elle produisait des déséquilibres psychiques, de la violence telle que ça fragilisait les gens, etc. C'est ça qui l'amène à arrêter d'être psychiatre et à vouloir s'engager politiquement, c'est-à-dire à faire ce choix difficile dans sa vie qui était d'aller s'engager. Il s'attache donc à distinguer, pour comprendre cette violence qui conduit à la maladie mentale, il s'attache à distinguer ce qu'il y a de spécifique à la colonisation par rapport à d'autres dominations. Et il nous dit, la colonisation est une négation systématisée de l'autre. Une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité. Autrement dit, avec l'esclavage et la colonisation, ce qui est poussé à bout, c'est que l'autre cesse d'être un humain. C'est pour ça que c'est une violence totale, c'est une violence absolue. À la différence d'autres dominations, la violence est ici totale, diffuse, permanente, globale. Alors c'est vrai que on a un peu du mal aujourd'hui, parce que les guerres de libération datent d'un certain temps et qu'on nous ment aujourd'hui sur les guerres de libération aujourd'hui, et qu'en réalité la connaissance du système colonial est peu connue
sauf ceux qui connaissent un peu la Palestine et qui ont eu l'occasion d'y aller, ils peuvent imaginer ce que c'est, mais c'était ça qui était vécu dans toute l'Afrique, dans tout le Maghreb, c'était cette colonisation-là, et que, comme on se base sur d'autres dominations, on peut avoir l'impression que c'est exactement la même chose. Le colonialisme et l'esclavagisme avaient les moyens de pousser jusqu'au bout, ce que d'autres dominations voudraient pousser, mais ne peuvent pas pousser, parce qu'il y a du rapport de force, il y a de la résistance, etc. Plus forte qu'à l'époque. Et il nous dit la chose suivante sur le colonisé. Il suffit pour comprendre cette sensitivité, simplement d'étudier, d'apprécier le nombre et la profondeur des blessures faites à un colonisé pendant une seule journée passée au sein du régime colonial. Imaginez-vous ce qu'on arrive à s'imaginer, ce que c'est qu'en une journée, entre passer devant le colonel, ne pas pouvoir entrer dans tel endroit, être insulté de bougnoul à tel autre endroit, voire refuser un poste parce qu'on est arabe à tel autre endroit ou parce qu'on est noir, etc. Donc il dit, prenons une journée et regardons le nombre de violences que subit le colonisé. Il faut se souvenir en tout cas qu'un peuple colonisé n'est pas seulement un peuple dominé. Sous l'occupation allemande, les Français étaient demeurés des hommes. Par rapport à tous ceux qui comparent, en disant oui, non, il ne s'agit pas de diminuer ce qu'était l'occupation allemande, etc. Mais les Allemands n'ont jamais dit que les Français n'étaient pas des hommes. Alors que dans la colonisation, on a eu des discours, les colonisés ne sont pas tout à fait des hommes. Et donc c'est bien entendu des processus similaires qu'avec que l'occupation allemande, mais avec une ampleur, avec un processus poussé beaucoup plus loin avec l'esclavage et la colonisation. Et Frantz Fanon a cette particularité, à Blida, de soigner les tortionnaires et leurs victimes. Il reçoit des gens qui viennent parce qu'ils sont perturbés, parce qu'ils font des rêves pour avoir torturé. Donc vous imaginez, voilà quelqu'un qui reçoit des Algériens dont la maladie mentale est le résultat des humiliations subies, des inégalités subies, et puis qui doit aussi soigner. Voilà, écoutez-moi, je me réveille la nuit, je cite de mémoire, mais dans Peau noire, dans Les damnés de la terre, pardon, il y a tout un chapitre où il donne des cas pathologiques, des situations réelles qu'il a eu à étudier, et donc de tête, je me souviens de ce tortionnaire qui vient dire « Il faut m'aider, docteur, parce que je tape mon enfant. Depuis que j'ai torturé, je tape mon bébé. » Et vous imaginez ce que ça signifie. C'est-à-dire que Fanon est là devant les conséquences, y compris sur les tortionnaires, de ce que c'est que d'être mis en situation d'être un barbare. Parce que c'est ça, ce tortionnaire était devenu un barbare. Ce travail d'analyse va donc le conduire à démissionner de son poste et en 1956 à rejoindre le Front de Libération Nationale parce que, dit-il, il est inutile de soigner en situation coloniale. Voilà. Il nous dit... L'arabe aliéné, permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. C'est-à-dire que le système colonial dépersonnalise de manière absolue, et moi je viens en soigner quelques-uns, ça ne sert pas à grand-chose, il faut changer le système, c'est ce qui l'amène à l'engagement, c'est ce qui l'amène à quitter son poste et à rejoindre le FLN. Et c'est à partir du fait qu'il ait rejoint le FLN qu'on a commencé à tenter de lui faire une réputation de prophète de la violence. Or, et c'est cela qu'il faut d'abord retenir, en système colonial, la violence n'a pas besoin de prophète. Fanon se contente de la décrire, telle qu'elle est déjà en œuvre. Et en fait, son crime, c'est d'avoir décrit la violence du système colonial, et il a suffi qu'il la décrive pour qu'on analyse ça comme étant la preuve qu'il était un partisan de la violence à tout prix. Exactement comme d'autres qui ont tenté d'expliquer pourquoi les jeunes des quartiers populaires disaient nique la France, sont accusés d'avoir eux-mêmes voulu diffuser cette dimension-là et cette expression-là. C'est les mêmes processus qu'aujourd'hui. L'analyse de la violence des colonisés, sous toutes ses formes, est inséparable pour Fanon de l'analyse de la violence du système colonial. Si le colonisé est violent, si la forme de la violence colonisée est celle-là, c'est parce qu'il faut regarder du côté du système colonial pour comprendre. Nous sommes dans de l'interaction, et non pas dans une violence d'un côté, une violence de l'autre côté. La violence du colonisé dépend de la violence du colonisateur, et la forme de la violence du colonisé dépend de la forme de la violence du colonisateur. Ce sont des formes qui sont inséparables. La première, la violence du colonisé, est une conséquence logique de la seconde, de la violence du colonisateur. Oubliez ce point de départ, nous dit Fanon,
conduit à inverser l'ordre des causalités entre les deux violences. Ça, c'est au pire. Et au mieux, elle conduit, ça vous connaissez bien, à établir une symétrie entre elles, exactement comme on nous dit certains aujourd'hui. Palestiniens, Israéliens, ils sont tous les deux, il y a des violents des deux côtés, etc. Or, nous dit Fanon, l'erreur fondamentale de là, c'est d'oublier quelle est la cause première. Quand bien même le colonisé est violent, quand bien même il utilise des formes barbares de révolte quand il n'a plus que ça, quand bien même c'est barbare, la véritable cause, elle est dans le système qui a enclenché cela, et non pas dans la forme en elle-même. Et Fanon ne cessera jamais d'affirmer sans cesse cette idée d'une causalité centrale liée au système colonial. La violence du colonisé est le résultat de la violence du système colonial. En premier lieu, pour analyser cela, Fanon va donner de multiples exemples de la violence du colonialisme. Par exemple, dans un article de 57, je vous le dis parce qu'on a encore des débats sur la torture en Algérie, ça revient régulièrement, comme si d'ailleurs on oubliait les analyses de Fanon justement. Dans un article sur la torture en Algérie en septembre 57, il souligne que ce qui le surprend, c'est la surprise de ceux qui découvrent la torture. En disant, mais comment vous êtes surpris? Et il nous dit, la torture est une modalité normale des relations occupant-occupé. Il ne peut pas y avoir de relations occupant-occupé sans torture. C'est l'idée même d'occupation qui produit la torture. Et donc quand on est surpris de l'existence de la torture, quand on dit qu'il y a des abus, ils ont été trop loin, c'est qu'on a oublié que l'occupation en elle-même produit inévitablement cela. Et donc prétendre les distinguer, oublier que c'est dans l'essence de l'occupation, c'est rêver à une occupation sans torture. C'est-à-dire à quelque chose d'impossible. C'est diffuser le mythe d'une occupation sans torture qui serait possible. Alors je le souligne, pas pour être exhaustif, mais c'est parce qu'on entend les mêmes choses sur la Palestine aujourd'hui. C'est exactement les mêmes choses qui sont encore dites aujourd'hui. Et il en tire des conclusions. Il nous dit, et bien entendu, il s'adresse là à une partie des gens en France, démocrates, sincères, mais qui étaient dans cette logique-là, et il leur dit, on ne peut pas vouloir le maintien de la domination française et condamner les moyens de ce maintien. Si vous n'êtes pas pour l'indépendance, il faut que vous poussiez jusqu'au soutien à l'indépendance, parce que si vous n'êtes pas pour l'indépendance, eh bien il faut vous dire pour la torture. Vous ne pouvez pas dire je suis contre la torture mais pas pour l'indépendance. C'est contradictoire en soi que de dire ça. Parce que les conditions de la colonisation, les conditions de l'occupation supposent la torture. S'adressant aux démocrates français, et quand il parle des démocrates français à l'époque, il parle essentiellement de la gauche. Et c'est un message, et on sent que c'est un message plein d'émotions, parce que Fanon est quelqu'un qui est de gauche, et donc il s'adresse à la gauche française en disant « soyez plus conséquents », en fait, c'est ça qu'il leur dit. En décembre 57, il critique ceux qui, sous prétexte que les résistants algériens utilisent, entre guillemets, le terrorisme, refusent le soutien à la guerre de libération nationale. Donc on attendait que les Algériens se révoltent sans armes. Et voilà ce que leur dit Fanon. Il leur dit « Ainsi, la lutte d'un peuple pour son indépendance doit être diaphane si elle veut bénéficier de l'appui des démocrates. » C'est d'une actualité brûlante si on regarde ce qui est dit par rapport aux résistants palestiniens aujourd'hui. Certains nous disent « Oui, on soutient la Palestine, mais ce qui nous embête, c'est quand même quand ils me font des attentats. Ce qui nous embête, c'est quand ils prennent des armes. On voudrait une lutte de libération qui ne se donne pas les moyens de son combat. Et donc on voudrait qu'ils aillent à l'assaut de la bête coloniale, ben, je ne sais pas, avec des fleurs, ou ce que nous dit là Frantz Fanon, c'est qu'il faut à un moment donné être conséquent. Si vous voulez soutenir, si vous êtes anticolonial, il faut soutenir les formes que prend la lutte anticoloniale, parce qu'elle n'est pas choisie. C'est le colonisateur qui l'a imposée. Ces prises de position donneront lieu à une première systématisation théorique au congrès d'Accra, sur la paix et la sécurité en avril 60. Et c'est un beau texte qui s'intitule « Pourquoi nous employons la violence ?» Frantz Fanon est alors le délégué officiel du Front de libération nationale algérien, et voilà ce qu'il dit dans son intervention. « Le régime colonial est un régime instauré par la violence,
c'est toujours par la force que le régime colonial s'est implanté. C'est contre la volonté des peuples que d'autres peuples plus avancés, entre guillemets, dans les techniques de destruction ou numériquement plus puissants se sont imposés. Je dis qu'un tel système, établi par la violence, ne peut logiquement qu'être fidèle à lui-même, et sa durée dans le temps est fonction du maintien de la violence. Si la colonisation perdure, c'est que la violence perdure. Violence dans le comportement quotidien, donc violence sur le présent. Violence à l'égard du passé, on nie toute l'histoire du peuple. Violence vis-à-vis de l'avenir, on empêche ce peuple de décider de son avenir. Car le régime colonial se donne comme devant être éternel. On voit donc que le peuple colonisé, pris dans un réseau d'une violence tridimensionnelle, passé, présent, futur, point de rencontre de violences multiples, diverses, réitérées, cumulatives, assez rapidement, on arrive à se poser logiquement le problème d'une fin du régime colonial par n'importe quel moyen. C'est bien cette violence multiforme qui conduit progressivement le colonisé à dire « mais si je suis obligé d'utiliser la violence pour que ça s'arrête, eh bien je le ferai ». Ça n'est pas « on s'est réveillé un matin, on a dit tiens, on va faire la violence ». Cette violence multiforme, nous dit Fanon, est vécue à tous les niveaux du colonisé. Et il nous dit cette belle phrase, c'est vécu sur le plan de l'âme, mais aussi sur celui des muscles, du sang. C'est-à-dire que toute la vie du colonisé est empreinte de cette violence, et donc c'est des réflexes, c'est physique, c'est psychique, tout ça est traduit dans la trajectoire de la personne en permanence au quotidien, etc. Eh bien, tout cela, nous dit Fanon, ça va susciter une violence intérieure chez les peuples colonisés. C'est-à-dire que ça va d'abord se traduire entre colonisés. Vous voyez, le chemin de l'émancipation n'est pas immédiat, c'est d'abord, hein, ce besoin de violence va d'abord se traduire entre colonisés. Et d'ailleurs, dans les Danae de la Terre, il reprend cette théorie et il l'approfondit. Il l'approfondit en mettant en évidence les étapes historiques de cette violence. Quelle forme elle prend jusqu'à arriver à la forme suprême qui est le combat contre le colonisateur, le combat armé contre le colonisateur. D'abord, il nous dit la violence coloniale est tellement insupportable que le premier effet, ça va être de susciter chez l'indigène, chez le colonisé, une agressivité qu'il dit sédimentée dans les muscles. Et cette agressivité, et ça c'est extraordinaire comme on peut faire le lien avec aujourd'hui, même sur d'autres dominations, par exemple l'oppression sociale, bien cette agressivité, tant qu'il n'y a pas encore de conscience, elle se retourne d'abord contre les siens. Elle se retourne d'abord contre les siens, c'est le pauvre qui tue le pauvre. Ce moment du processus de violence est pour Fanon la période, alors je cite, où les nègres se bouffent entre eux. Vous allez dans les quartiers populaires aujourd'hui, vous pouvez trouver ça. Hein, plus de violence entre les personnes qui y habitent que par rapport à ceux qui les dominent. Une seconde forme de cette violence, c'est justement, nous dit Frantz Fanon, quand les violences entre personnes se développent, ben ça va être justement de tenter de la canaliser. Et là, il nous écrit des pages admirables, que je conseille vraiment de lire et de relire, sur les fonctions de la danse. Pourquoi les peuples colonisés ont autant investi la danse? Sur les fonctions de la transe. C'est pas un truc de sauvage, la transe. C'est un effort pour canaliser la violence. Sur les pratiques de possession. On peut dire, mais oui, ils sont restés... Et donc, il nous explique les liens entre tout ça, qui sont, nous dit-il, des tentatives d'émancipation imaginaire en attendant que l'émancipation puisse devenir réelle. Alors, je voudrais juste vous citer ces phrases admirables qui, moi, m'ont beaucoup... qui ont joué, moi, dans mon choix de faire sociologie, hein, parce que je voulais comprendre, ça m'a tellement parlé à ce moment-là. La relaxation du colonisé, c'est précisément cette orgie musculaire au cours de laquelle l'agressivité la plus aiguë, hein, l'agressivité qui me vient de l'oppression que je vis, la violence la plus immédiate, se trouve canalisée, transformée, escamotée. Le cercle de la danse est un cercle permissif. Il protège et autorise, à heure fixe, à date fixe. Hommes et femmes se retrouvent en un lieu donné, et sous l'œil grave de la tribu, se lancent dans un pantomime d'allure désordonnée, mais en réalité très systématisée, ou par des voies multiples. Dénégation de la tête, on tourne la tête. Courbure de la colonne, on
on se redresse, rejet en arrière de tout le corps, se déchiffre à livre ouvert l'effort grandiose d'une collectivité pour s'exorciser, s'affranchir, se dire. On n'a pas encore les armes pour se libérer, mais on a besoin, pour ne pas se détruire, de trouver des formes d'expression. Il y a la danse, il y a toute une série d'exercices physiques qui vont permettre cela. Ces premières formes de la violence du colonisé ne sont pas inquiétantes pour le colonisateur. D'ailleurs, souvent, il ne le comprend pas. Il pense que c'est la culture. C'est qu'un phénomène de culture. Et il le regarde comme si c'était de l'exotisme. Mais en fait, ça prépare une seconde forme. Il prépare une seconde forme qui va apparaître lorsque les conditions politiques vont commencer à se transformer. Après la Seconde Guerre mondiale, ça a été une étape importante. Et là, nous dit-il, on va voir apparaître des organisations politiques, les premiers mouvements nationalistes, qui vont canaliser cette colère, cette violence, etc. Et y compris, leurs leaders ne savent pas jusqu'où ça va aller. Les leaders, souvent, mettaient en avant cela dans l'idée de négocier avec le colonisateur, montrer le rapport de force pour négocier. Mais le peuple l'investit et renforce le sentiment de pouvoir réagir face aux dominants. Voilà ce que nous dit Frantz Fanon. Le dirigeant, donc le militant nationaliste, très souvent se préoccupe surtout de montrer ses forces. Donc il n'y a pas, les mouvements nationalistes n'avaient pas initialement envie de prendre les armes. Hein. C'était pour montrer ses forces vis-à-vis du colonisateur, en disant regardez, faites attention, on va utiliser des armes si vous continuez. Pour n'avoir pas à les utiliser. Mais l'agitation ainsi entretenue, aller, venir, entendre des discours, voir le peuple réuni, les policiers autour, les démonstrations militaires, les arrestations, les déportations de leaders, tout ce remue-ménage donne au peuple l'impression que le moment est venu pour lui de faire quelque chose. Alors, la principale leçon qu'il faut qu'on retienne, c'est que c'est quand un peuple est en mouvement qu'il trouve les voies pour aller plus loin. Et qu'il ne faut pas attendre d'avoir toutes les solutions pour se mettre en mouvement. Quand les gens sont déjà en mouvement, eh bien, ça prépare l'étape ultérieure. Bien sûr, les répressions vont être au rendez-vous, mais vous aurez compris que toutes les répressions accélèrent la prise de conscience. Et Fanon nous dit, ces répressions scandent les progrès de la conscience nationale. C'est-à-dire qu'au plus il y a répression, au plus il y a volonté d'aller plus loin du côté du peuple qui se mobilise. Ça sera uniquement après cette phase-là, dans laquelle on prend conscience de sa force, donc la violence est canalisée par du mouvement politique, c'est seulement à partir de ce moment-là que la question de la violence armée organisée est posée, mais parce que le colonisateur n'entend rien de ce mouvement pacifique, de ce mouvement dans lequel on montre sa force pour ne pas l'utiliser, comme le colonisateur n'entend rien, c'est ça qui fait passer à l'étape de la lutte armée, à l'étape de l'organisation d'une lutte armée. Et du coup, Fanon ajoute une autre dimension après cette phase de la lutte armée. Il s'intéresse à ce que transforme l'utilisation de la lutte armée. Qu'est-ce que ça produit? Parce que j'ai proposé d'expliquer les étapes. Là, il s'intéresse à ce que ça produit. Encore une fois, Fanon n'a pas appelé à la lutte armée. Il a juste constaté, il a décrit comment le processus se mettait en place. Par contre, il nous dit que ce passage à l'action politique et à la lutte armée va provoquer un remodelage mental, une reconquête de dignité, une réaffirmation d'une personnalité, cette fois-ci désaliénée. Et il nous dit la belle phrase suivante, la chose, entre guillemets, colonisée, devient homme dans le processus même par lequel elle se libère. C'est-à-dire qu'en décidant de s'organiser, puis après d'enclencher la lutte armée, c'est là que tout le sentiment d'infériorité disparaît véritablement. Hein? On n'est pas dans une opération mécanique où il faudrait avoir rompu avec le sentiment d'infériorité et après on fait la lutte armée. Non, ce processus-là, il se fait en même temps. C'est plein de contradictions dans la tête des gens, mais c'est l'engagement et le mouvement qui va créer cette libération. La violence, nous dit donc Fanon, n'est pas seulement un moyen inévitable compte tenu de la nature du colonialisme. C'est aussi une violence libératrice, au sens où elle libère le colonisé de son complexe. L'infériorité, bien sûr. Elle le libère, cette violence organisée, de la violence destructrice contre lui-même. Elle le libère de la violence destructrice contre les siens. Maintenant, il sait contre qui il se bat. Il se bat contre une armée coloniale. C'est pas contre ses frères. C'est pas contre... elle donne une cible, et donc elle lui permet de se désaliéner.
Et là, il a des phrases très parlantes. Et il nous dit, au plan individuel, la violence désintoxique. Elle libère le colonisé des attitudes contemplatives et désespérées. Alors c'est ça, c'est ces phrases-là qui ont fait dire que Fanon était un apôtre de la violence, en oubliant que là, il décrivait un processus et que c'était bien entendu la violence organisée dans une lutte armée et non pas la violence pour la violence en soi. Mais Fanon va plus loin. Ça, c'est au niveau individuel, ces changements. Ça désintoxique, etc. Il s'intéresse aux changements collectifs que provoque l'engagement dans une lutte armée. Il a écrit un excellent livre qui est pour moi un des plus beaux livres de sociologie, L'enceinte de la révolution algérienne, où il décrit les transformations quotidiennes du développement de la lutte. Il décrit les transformations quotidiennes dans la vie quotidienne, et c'est un livre écrit en 1959, c'est pour ça que ça s'appelle L'enceinte, c'est 5 ans après le déclenchement de la guerre de libération, et il décrit comment les structures sociales archaïques sont abandonnées, c'est-à-dire des formes qui avaient subsisté face aux colonisateurs, donc comment ça va être mis de côté, parce qu'il y a besoin de lutter contre le colonisateur, et donc du coup on se dit mais ça nous freine plutôt que ça nous avance. Par exemple, le patriarcat recule, parce que là, ils se rendent compte que pour lutter contre le colonisateur, on a besoin de femmes avec nous aussi, et donc ça fait des prises de conscience là-dessus, et le patriarcat est obligé de reculer. Il ne disparaît pas, parce qu'il faut plus que ça pour le faire disparaître, mais il recule. L'introduction de la radio dans les mechtas, qui va provoquer un rapport au monde autre, à l'information. Donc ça accélère l'histoire. Les émissions du FLN, les remises en cause des tabous familiaux. Les femmes vont aller porter des messages, et donc une société qui était construite sur le patriarcat va elle-même être, c'est pas un changement imposé, c'est un changement qu'elle s'impose par les nécessités d'une lutte. L'utilisation de pratiques médicales. Alors qu'auparavant, refuser le médecin, c'était une manière de résister aux colonisateurs. Et donc on voit bien en quoi l'entrée en lutte, et il donne une série d'autres exemples, l'entrée en lutte va être un accélérateur du nouvel équilibre de la société colonisée, qui se cherche un avenir, et non pas simplement une tentative de ressembler à du passé. Les portes de l'avenir sont réouvertes par cette entrée en lutte. Engagé dans une lutte implacable, nous dit Frantz Fanon, toute la société se restructure pour faire face aux nécessités de la lutte. Nous sommes dans une phase d'invention sociale. À partir de son passé, elle se réinvente, la société. Et c'est là que Fanon va paraphraser une des thèses de Marx sur Feuerbach sur la transformation. Il nous dit, je cite, « La thèse qui veut, donc ça c'est Marx, que se modifient les hommes dans le même moment où ils modifient le monde, n'aura jamais été aussi manifeste qu'en Algérie. Cette épreuve de force ne remodèle pas seulement la conscience que l'homme a de lui-même, l'idée qu'il se fait des anciens dominateurs ou du monde, enfin, à sa portée. Cette lutte, à des niveaux différents, renouvelle les symboles, les mythes, les croyances, l'émotivité du peuple. Nous assistons en Algérie à une remise en marche de l'homme. Le colonialisme, l'esclavagisme, parce que ça on peut généraliser à toute l'Afrique, c'est un arrêt de l'histoire de ces peuples, et l'entrée en lutte, c'est la réouverture de l'histoire. Cela étant dit, je voudrais maintenant répondre à cette accusation d'une fascination de Fanon, enfin que Fanon serait fasciné par la morbidité et par la violence. Bien entendu, c'est un mensonge. Il ne fait que décrire la réalité qu'il a sous ses yeux. Il ne fait que rappeler l'inefficacité de la violence du dominant, qui tôt ou tard est battu face à la violence du dominé. Il ne parle que des situations dans lesquelles la violence est imposée par le colonisateur. Il dit de manière très claire, dans Les damnés de la terre, qu'il y a quelques situations, quand le colonisateur n'a pas imposé la violence, dans lesquelles il n'y a pas besoin de recourir à la violence. Et il parle en particulier de la situation kenyane, où effectivement il n'y a pas eu besoin, du Ghana, pas du Kenya, oui, il faudra couper. Donc je la refais. Il parle en particulier de la situation ghanéenne, dans laquelle effectivement il n'y a pas eu besoin de cette violence. Oui, parce qu'au Kenya il y a eu le massacre des Mao Mao. Et même concernant l'Algérie, Fanon, qui parle au nom du FLN, va être amené à condamner certaines actions violentes. Mais
Et je le dis parce que ça peut se rejouer pour nous tous ici. Hein. Demain, on pourrait avoir une information que, en termes de résistance en Palestine, il y a eu une action particulièrement barbare. Comment on fait avec ça? Nous, d'abord, en tant que... On n'a rien à faire, mais les Palestiniens, hein, l'action palestinienne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec ça? Fanon nous dit la chose suivante, et je trouve ça d'un modèle de clarté. Voilà ce qu'il nous dit. Nous condamnons, tous les mots sont importants, le cœur plein de détresse, ses frères, qui se sont jetés dans l'action révolutionnaire avec la brutalité presque physiologique que fait naître et qu'entretient une oppression séculaire. C'est une condamnation, mais c'est une condamnation qui n'oublie pas de donner les véritables responsables de cette barbarie, parce que là il y avait acte particulièrement fort. Donc il condamne, mais en rappelant qu'en réalité c'est le système colonial qu'il faut condamner. Quand bien même on est sur quelque chose qui, qui mérite d'être condamné en tant qu'acte, il faut le resituer dans l'ensemble du système colonial. Je redis parce que c'est important qu'on l'ait tous en tête, nous condamnons le cœur plein de détresse, ces frères qui se sont jetés dans l'action révolutionnaire avec la brutalité presque physiologique que fait naître et qu'entretient une oppression séculaire. À chaque fois qu'on est devant une situation de ce type-là, on a tout de suite des appels. Moi, je me rappelle novembre 2005, pourtant, c'était pas de la... C'était des voitures, c'était pas... Je me souviens tout de suite, vous condamnez? C'était tous les journalistes, hein, ceux qui nous demandent jamais notre avis. Là, d'un seul coup, j'avais tout le monde qui m'appelait. Monsieur Mohamed, vous condamnez? Et si vous leur répondez, vous condamnez pas, c'est que vous êtes partisan de la violence. Ou si vous répondez ça, ben vous êtes partisan de la violence. Or, en réalité, c'est la bonne réponse, qui est effectivement... un mouvement de libération peut, à un moment donné, estimer que, compte tenu de son combat, cette forme, ces militants qui ont pris un acte individuel et qui ont fait quelque chose qui n'était pas demandé par l'organisation, est à condamner, tout en le resituant dans les véritables responsabilités qui sont cette oppression séculaire. Dernier grand apport de Frantz Fanon, les indépendances confisquées. Frantz Fanon est mort en 61. Il n'a pas vu l'indépendance de son pays d'adoption, l'Algérie, pour lequel il s'est embattu. Mais il a vu l'indépendance des pays d'Afrique subsaharienne. Et ça a été une véritable épreuve pour lui, en nous disant que, en tirant comme conclusion, que le combat ne faisait que commencer. Pour tous ceux qui sont déjà fatigués, ben non, ça ne fait que commencer. Ça ne faisait que commencer, et qu'après les indépendances, les peuples colonisés devaient s'interroger sur la réalité de ces indépendances, surtout quand elles ont été octroyées, surtout quand elles ont été précipitées pour maintenir une mainmise. Et première dimension sur ces indépendances que souligne Frantz Fanon, c'est de nous dire qu'il faut prendre en compte, dans le processus d'émancipation, la place de la culture. Il s'interroge sur la place de la culture, et il nous dit la lutte de libération ne peut pas laisser intacte la culture. Elle transforme inévitablement le contenu culturel. Et on verra après pourquoi il dit ça. Parce qu'effectivement, les nouvelles classes dominantes, la première chose qu'elles font, c'est s'appuyer sur la culture pour en faire une arme de maintien de leurs privilèges. Voilà ce qu'il nous dit sur la culture. La culture n'a jamais la translucidité de la coutume. La culture fuit éminemment toute simplification. Dans son essence, elle est à l'opposé de la coutume, qui, elle, est toujours une détérioration de la culture. Vouloir coller à la tradition, donc ça c'est tous ceux qui, au moment des indépendances, disent on va retrouver notre pureté, donc on va faire comme avant le colonialisme, en oubliant que maintenant, il y a un monde avec des puissances et qu'ils vont être dépendants s'ils ne donnent pas les moyens de leur indépendance. Vouloir coller à la tradition ou réactualiser les traditions délaissées, c'est non seulement aller contre l'histoire, mais c'est aller contre son peuple. Quand un peuple soutient une lutte armée, ou même politique, contre un colonialisme implacable, la tradition change de signification. Ce qui était technique de résistance passive peut, dans cette période, être radicalement condamné. Autrement dit, des formes de résistance à un moment donné contre le colonialisme peuvent, si elles sont maintenues après, devenir réactionnaires. On a un bel exemple
avec Jomo Kenyatta, qu'on devait aborder aujourd'hui, qui décrit très bien et qui était porteur d'une lutte au Kenya, qui était les colonisateurs, pour justifier leur mission civilisatrice, avaient mis en avant l'interdiction de l'excision des filles, qui va être contre aujourd'hui en 2013. Mais ils mettaient ça en avant. Quelle a été la réaction du peuple kenyan? Ben, c'était de défendre l'excision, comme forme de résistance à la colonisation. Ça, c'est valable à une certaine période. Y compris, ça a été une vraie forme de résistance. Le peuple s'est reconnu là-dedans. Lorsque le combat pour l'indépendance s'enclenche, il est évident que maintenir cette forme de résistance est quelque chose de dépassé, est quelque chose qui peut devenir réactionnaire. Et dans la vie de Kenyatta, on voit bien comment, eh bien, une forme de résistance, à un moment donné, peut être dépassée à un autre moment. La culture nationale, nous dit Frantz Fanon, comme la nation, est une histoire, c'est un mouvement. Elle se bâtit en permanence. Il ne faut pas regarder vers le passé, il faut regarder vers le futur. Et il nous donne des endroits où elle se bâtit. Il nous dit qu'elle se bâtit au cours des combats. Elle se bâtit en prison. Elle se bâtit devant la guillotine. Elle se bâtit dans les postes militaires français, investis et détruits. Elle se bâtit, c'est cette expérience-là qui crée la culture. Sur la culture palestinienne d'aujourd'hui, ce n'est pas la culture de la Palestine d'il y a 20 siècles, c'est la culture qui se construit dans la résistance aux colonisateurs. Et d'ailleurs, on le voit dans les chants, on le voit dans les danses, on le voit. Et c'est cette culture-là qui est d'actualité. Et toutes les nouvelles classes dominantes en Afrique subsaharienne, pour la plupart, vont être des classes dominantes qui vont tenir un discours sur le retour au passé. Et qui vont s'appuyer là-dessus pour maintenir leur domination, pour instaurer leur domination. La critique, ici, de Frantz Fanon, sur ce qui s'appuie sur la tradition et sur la coutume au lieu de s'appuyer sur la culture nationale, la critique s'adresse explicitement aux leaders des pays de l'Afrique subsaharienne et à certains d'entre eux en particulier. Vous en connaissez un, Léopold Sédar Senghor, qui avait théorisé que l'émotion est nègre. Et donc il fallait revenir à cette émotion. Et pour Frantz Fanon, Senghor est à condamner entièrement. La critique s'adresse à ces pays qui, je vous le rappelle, à l'époque où Fanon écrit cela, ont des grands discours sur la négritude, ont des grands discours sur le panafricanisme, ont des grands discours sur l'authenticité, mais ils votent à l'ONU avec leurs anciens colonisateurs contre l'indépendance du peuple algérien. Et c'est pour cela qu'il insiste sur arrêtez vos délires sur la tradition, sur la coutume, etc., et qu'il fait cette distinction avec la culture nationale. Dans un texte daté d'avril 58, il propose un titre évocateur à son texte. Décolonisation et indépendance. Ça veut dire qu'il fait la distinction entre les deux. Et qu'en réalité, les pays d'Afrique subsaharienne ont été décolonisés, mais ne sont pas indépendants. Et cette confusion entre décolonisation et indépendance est porteuse de beaucoup d'ambiguïté. Fanon met donc en avant la différence entre la décolonisation promue par De Gaulle pour l'Afrique subsaharienne, et je dis par De Gaulle, on pourrait dire par Hollande aujourd'hui, c'est la même chose, et l'indépendance nationale à laquelle aspirent les peuples. Alors c'est important de faire cette distinction si on veut tirer le bilan de 50 ans d'indépendance, parce que 50 ans après. On entend encore des débats, 50 ans après leur indépendance, eh bien, ils ne sont pas mieux, etc. Ben, c'est que tout simplement, on ne fait pas la distinction entre les deux. Et voilà ce que nous dit Frantz Fanon sur ce que serait l'indépendance. La véritable libération n'est pas cette pseudo-indépendance où des ministres à responsabilité limitée, et des présidents, voisinent avec l'économie dominée par le pacte colonial. La libération, donc l'indépendance, est la mise à mort du système colonial, depuis la prééminence de la langue de l'oppresseur et la départementalisation, jusqu'à l'union douanière qui maintient en réalité l'ancien colonisé dans les mailles de la culture, de la mode et des images du colonialiste. Toute évocation de liens anciens ou de communautés irréelles est un mensonge et une ruse. Alors, quand il parle de communauté, c'est parce que De Gaulle mettait en avant l'idée de la communauté française dans laquelle les nouveaux États indépendants pourraient être membres. La décolonisation n'est donc pas synonyme d'indépendance. Elle peut être également le synonyme ou la couverture d'un pacte colonial maintenu sous d'autres formes, et en particulier sous la forme de la communauté française. Et c'est à cet endroit que Frantz Fanon interroge les classes sociales, en disant,
Mais quelles sont les classes sociales qui ont intérêt à nous parler d'authenticité, de coutume, de spécificité, etc. Et il nous dit, bah, c'est la nouvelle bourgeoisie nationale. Celle qui veut confisquer, en accord avec l'ancien colonisateur, qui veut confisquer les aspirations populaires que les peuples avaient mis dans l'indépendance. Il réintroduit donc la question des classes sociales et de l'attitude de chacune de ces classes dans le processus d'émancipation. Et il nous dit qu'un des effets du système colonial est d'empêcher l'émergence d'une bourgeoisie de type industriel, comme a connu l'Europe au XIXe siècle, au XVIIIe au XIXe siècle. Cette bourgeoisie industrielle qui a eu, en Europe, intérêt à un développement, même si c'était pour s'enrichir, elle avait intérêt à au moins un développement industriel. Il dit cette forme de bourgeoisie, il n'y a plus de place dans le monde dominé par les puissances coloniales. Tant qu'il y a de la dépendance coloniale, il n'y a même pas de place pour ce type de bourgeoisie. Alors c'est quoi la bourgeoisie nationale qui arrive dans les années 60 au pouvoir en Afrique? Et là il a des phrases extraordinaires. Voilà ce que nous dit Frantz Fanon. Au sein de cette bourgeoisie nationale, on ne trouve ni industriel, ni financier. La bourgeoisie nationale des pays sous-développés n'est pas orientée vers la production, l'invention, la construction, le travail. Elle est tout entière canalisée vers des activités de type intermédiaire. En Algérie, le peuple a inventé comme expression l'import-import, parce qu'il n'y a pas d'export. Être dans le circuit, dans la combine, telle semble être sa vocation profonde. La bourgeoisie nationale a une psychologie d'homme d'affaires, non de capitaine d'industrie. Et il est bien vrai que la rapacité des colons et le système d'embargo installé par le colonialisme ne lui ont guère laissé le choix. Dans le système colonial, une bourgeoisie qui accumule du capital est une impossibilité. Et devant les exigences populaires, parce que le peuple, dans le mot indépendance, il a mis le mot égalité. C'était l'accès à la terre, c'est l'accès au travail, l'accès à l'école. C'est ça que le peuple avait mis dans l'indépendance. Et devant les exigences populaires, le colonialisme va, quand il sent que c'est perdu pour lui, va concéder l'indépendance en la confiant à cette bourgeoisie dite nationale pour éviter une véritable indépendance. Et Frantz Fanon nous dit cette dernière, cette bourgeoisie dite nationale, devient le gérant des entreprises de l'Occident. Et dans une phrase que j'aime beaucoup en comparaison avec l'Amérique latine et les USA, il nous dit « En réalité, ces pays sont en train de devenir le lupanar de l'Europe. » Et effectivement, quand on voit l'arrogance des grandes multinationales françaises dans certains pays d'Afrique, le terme lupanar de l'Europe n'est pas exagéré. Et pour ce faire, bien sûr, il faut que le peuple accepte cela. Il faut rouler le peuple. Il faut qu'idéologiquement, on ne peut pas lui dire ben écoutez, on s'est battu pour l'indépendance, mais moi je vais devenir le gérant d'affaires des entreprises occidentales. Donc il faut trouver un discours de présentation. Et il nous dit, ben, c'est ça qui explique le discours de retour au passé. Le discours sur la tradition, sur la coutume, sur l'unanimisme national, sur l'inexistence des classes sociales. Le nombre de pays soi-disant indépendants, comme dit, nous, il n'y a pas de classe sociale, c'est un problème européen, les classes sociales. Nous, en Afrique, il n'y a pas de classe sociale. Et bien ça, nous dit-il, c'est une manière pour la bourgeoisie nationale de justifier le fait que les promesses n'arrivent pas, qu'on ne mène pas la lutte des classes, et donc qu'on ne visibilise pas les classes sociales en cours de formation. Et là, nous dit Frantz Fanon, on est bien dans l'apparition d'une nouvelle forme de colonialisme, d'une nouvelle forme de dépendance, qui est le néocolonialisme. Et pour cela, eh bien, on ne va pas hésiter à s'appuyer sur les anciens leaders et à tenter de les instrumentaliser, de les glorifier pour qu'ils cessent d'être à l'écoute de leur peuple, de leur faire comprendre qu'ils ont un avenir s'ils deviennent gentils maintenant qu'ils ont l'indépendance. Voilà ce que nous dit Frantz Fanon. Dans les pays sous-développés, le leader représente la puissance morale à l'abri de laquelle la bourgeoisie, maigre et démunie de la jeune nation, décide de s'enrichir. Le peuple, qui des années durant l'a vu ou entendu parler, le leader, qui de loin, dans une sorte de rêve, a suivi les démêlés du leader avec la puissance coloniale, spontanément fait confiance à ce patriote. Avant l'indépendance, le leader incarnait en général les aspirations du peuple. Indépendance, liberté politique, dignité nationale. Mais au lendemain de l'indépendance, loin d'incarner concrètement les besoins du peuple, loin de se faire le promoteur de la dignité réelle du peuple, celle qui passe par le pain,
la terre et la remise du pays entre les mains sacrées du peuple, le leader va révéler sa fonction intime, être le président général de la société des profiteurs impatients de jouir que constitue la bourgeoisie nationale. Et effectivement, il suffit de regarder un certain nombre de pays d'Afrique pour s'apercevoir qu'on a instrumentalisé des gens qui à un moment donné étaient réellement populaires pour les mettre au service de l'indépendance. Kenyatta est un des plus bels exemples, hein, puisque Jomo Kenyatta, après l'indépendance, les journaux anglais titraient « Notre homme au Kenya ». C'était assez intéressant. C'est l'indépendance, mais ça reste notre homme. Alors, quelle conclusion tirer? Fanon nous donne une leçon pour aujourd'hui. L'indépendance nationale est indissociable de la question sociale. L'indépendance nationale est indissociable de l'avancée de l'égalité sociale. Si le peuple ne gagne pas en égalité, en amélioration de ses conditions de vie, en accès au logement, en accès à l'école, etc., si ça ne s'améliore pas, ben c'est un indicateur que nous sommes encore dans une situation de néocolonialisme. L'accès ou non au pain, à la terre, au pouvoir pour les masses, c'est la formule qu'utilise Frantz Fanon, le pain, la terre et le pouvoir. Si les masses n'accèdent pas à cela, nous dit Fanon, eh bien nous n'avons pas de réelle indépendance. Vous aurez compris que c'est ça qui conduit Fanon à considérer que l'indépendance et le socialisme, ça va ensemble. Et il nous définit le socialisme comme un régime tout entier, tourné vers l'ensemble du peuple, basé sur le principe que l'homme est le bien le plus précieux. L'indépendance n'est donc pas acquise par le départ des troupes coloniales et l'accès à un siège à l'ONU, nous dit-il. Et malheureusement, il suffit de regarder la réalité d'aujourd'hui pour voir qu'il avait une nouvelle fois raison. Je terminerai en soulignant un dernier rapport de Frantz Fanon, qui est son approche matérialiste du panafricanisme. Fanon est à l'époque, à la fin de sa vie, depuis 1959, ambassadeur itinérant du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Et à ce titre, il participe à toutes les conférences panafricaines de la période. Il est à Accra, à Léopoldville, à Bamako, à Conakry, à Addis Abeba. Il y entend dans ses conférences des discours enflammés sur le panafricanisme, qu'il analyse à la fois comme étant une véritable aspiration populaire pour l'ensemble de l'Afrique, mais il l'analyse également comme des discours qui cachent des divergences d'intérêts. Et c'est le grand apport de Fanon que d'avoir donné une approche plus matérialiste, plus concrète du panafricanisme. Sur le panafricanisme également, Fanon utilise la même méthode. D'abord l'histoire. Il a une approche historique du panafricanisme. Il nous dit, le panafricanisme idéologique, celui de la négritude, il a été nécessaire à un temps, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va bâtir l'avenir de l'Afrique. C'est une forme historique de résistance à la colonisation. Se réaffirmer comme fier d'être noir, fier d'être maghrébin, c'est une forme de résistance à la colonisation, mais ce n'est pas suffisant pour construire le panafricanisme. Si le combat d'un peuple s'enclenche d'abord en renouant avec son passé, en survalorisant la culture issue du passé, il faut ensuite la dépasser par d'autres phases. Et il nous dit, le panafricanisme, s'il n'est que culturel, ne sert à rien. Il doit être également politique, militaire, économique. Surtout que toute une partie de l'Afrique, l'Algérie à l'époque, mais également toutes les colonies portugaises, mais également la partie d'Afrique du Sud, sont encore sous le joug colonial ou impérialiste. Et donc ça ne peut pas être que du culturel. Ça doit être du politique, qu'est-ce qu'on vote à l'ONU, du militaire, quelle arme on envoie pour ceux qui se battent encore, économique, pour les pays indépendants, comment ils développent des liens économiques, et pas des grands discours sur nous sommes tous africains, nous nous ressemblons tous, etc. Le discours sur le panafricanisme culturel, nous dit Fanon, devient un obstacle à l'émancipation s'il ne s'inscrit pas dans des choses concrètes, dans des actes concrets. Donc, en gros, il n'est pas contre les discours, il dit quand est-ce qu'on passe à l'acte. Dès 1956, Fanon souligne que parler de culture sans chercher à la lier au combat qui est en cours, c'est un mythe, c'est un leurre. Il nous dit, dans la situation coloniale, la culture, privée du double support de la nation et de l'État,
Donc on peut parler de tout, panafricanisme, de la culture africaine, du retour aux sources autant qu'on veut. Si vous n'avez pas d'État pour l'enseigner, si vous n'avez pas... Ben, tout ça, ça ne sert à rien. Et bien, cette culture-là nous dit dépérit et agonise. La condition d'existence de la culture est donc la libération nationale et la renaissance de l'État. C'est-à-dire que les pays soi-disant indépendants, qui dépendent complètement de Paris, ben, ne peuvent pas développer de culture nationale, malgré tous les discours sur la négritude, sur le panafricanisme, sur le retour à l'authenticité, tous ces discours qui étaient en vogue à l'époque. C'est donc, nous dit Frantz Fanon, dans le cadre de chaque nation que va se mener la lutte contre la colonisation. Ce n'est pas à l'échelle de l'Afrique comme ça, c'est chaque nation qui enclenche sa lutte de libération nationale, et que le panafricanisme se pose d'abord historiquement par des actes de solidarité. Comme ça se déclenche dans chaque nation, c'est la question de la solidarité qui est posée, la solidarité des peuples entre eux. Donc pour lui, l'unité africaine n'est pas un héritage culturel à sauvegarder. C'est une nécessité de la lutte contre le colonialisme pour le présent, et c'est une nécessité de l'indépendance économique pour le futur. Et Frantz Fanon ne coupe jamais ses préoccupations très concrètes. Je voudrais citer quelque chose moi, qui m'a beaucoup ému, qui montre, c'est le dernier texte, je crois que c'est l'avant-dernier texte de Frantz Fanon, un des derniers textes de Frantz Fanon. Il me dit, j'ai beaucoup d'émotion avec ce texte parce que ça montre l'état de tension dans lequel il était jusqu'à, il savait qu'il était malade. Hein. Notre mission, ouvrir le front sud, de Bamako, acheminer armes et munitions, soulever les populations sahariennes, s'infiltrer aux quatre coins d'Afrique, remonter avec toute l'Afrique vers l'Algérie africaine, vers le nord, vers Alger, ville continentale. Ce que je voudrais, de grandes lignes, de grands canaux de navigation à travers le désert, abolir le désert, le nier, rassembler l'Afrique, créer le continent, que du Mali s'engouffre sur notre territoire des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens, des Ghanéens, et ceux du Nigeria, du Togo, que tous grimpent les pentes du désert et déferlent sur le bastion colonialiste, prendre l'absurde et l'impossible à rebrousse-poil et lancer un continent à l'assaut des derniers remparts de la puissance coloniale. Pour Frantz Fanon, le panafricanisme, la République, les États-Unis d'Afrique se construisent par la solidarité avec les peuples encore colonisés, les armes à la main, et non par des discours sur une culture africaine unique, commune, etc. Le panafricanisme est donc d'abord une solidarité agissante, et c'est cette solidarité agissante qui réunit les conditions d'une unité politique et économique du continent. Et c'est dans ce sens-là, donc on voit bien qu'il part du point de vue matérialiste, c'est en se sentant partie prenante du même combat que les structures politiques vont suivre, que la superstructure va suivre ensuite. L'unité africaine est pour Fanon un projet de long terme, mais qui doit se traduire immédiatement par de la solidarité agissante. Et je termine en vous citant ce qu'il nous dit de son bilan des discours qu'il a entendus sur le panafricanisme. Depuis près de 3 ans, j'essaye de faire sortir la fumeuse idée d'unité africaine des marasmes subjectivistes, voire carrément fantasmatiques de la majorité de ses supporters. Ceux qui disaient « demain on crée les États-Unis d'Afrique », alors même qu'ils votaient à l'ONU contre Lumumba, alors même qu'ils votaient à l'ONU contre l'indépendance de l'Algérie. Et en guise de testament pour l'avenir, je voudrais vous citer une dernière phrase de Fanon, qui, parlant prophète, c'était à ce moment-là, pour moi le mot prophète, ce n'est pas des prophètes religieux, c'est simplement, il anticipe l'avenir, et il nous dit, le colonialisme et ses dérivés ne constituent pas, à vrai dire, les ennemis actuels de l'Afrique. À brève échéance, ce continent sera libéré. Pour ma part, plus je pénètre les cultures et les cercles politiques, plus la certitude s'impose à moi que le grand danger qui menace l'Afrique est l'absence d'idéologie. Les ouvriers mécontents subissent une répression aussi impitoyable que celle des périodes coloniales. Syndicats et partis politiques d'opposition sont confinés dans une quasi-clandestinité. Le peuple qui avait tout donné aux heures difficiles de la lutte de libération nationale, s'interroge main et ventre vide sur le degré de réalité de sa victoire. Et effectivement, il n'y a pas encore de victoire définitive contre le colonialisme. Il a pris une autre forme, qui est le néocolonialisme, et les penseurs que nous allons étudier dans les séances qui viennent seront des penseurs qui, justement, décortiquaient le néocolonialisme, c'est cette nouvelle forme du colonialisme, et en particulier Nkrumah, qui était quelqu'un qui a apporté beaucoup là-dessus, et donc on consacrera quelques séances là-dessus. Et
je donnerai le dernier mot, en terminant là-dessus, à Édouard Saïd, qui résume l'œuvre de Fanon de la manière suivante, en nous disant « Il ne nous a pas simplement offert une théorie de la résistance et de la décolonisation, ça fait partie de l'œuvre de Fanon, mais il nous a également offert une théorie de la libération nationale et sociale. » Voilà pour aujourd'hui.